part d'une densité invariante. Et je vous ai montré tout à l'heure que la densité est vraiment invariante puisque on l'a introduit dans le double calcul de la période cosmique de 10 puissance 58 secondes. C'est vraiment invariant. Alors si c'est invariant, à partir de chaque point, si j'augmente le rayon de la sphère, je tombe sur un trou noir, une sphère critique. Donc ça donne la définition de l'horizon. Alors l'entropie d'un trou noir, c'est connu, c'est une formule très connue, et il y a la longueur de Planck qui apparaît. C'est l'aire du disque, R sur LP carré. C'est l'aire d'un disque. Mais là, bon, ça comprend, ça se fait ça. C'est l'école, ça. Mais ça, on l'a dit, ça. Le cours de. Ah non, le cours. Chaque point du vide, c'est quoi chaque point? Bah, tous les points, même toi, t'es au centre d'un trou noir. Je fais une multitude de trous noirs. Quelqu'un a dit, c'était pas idiot, tout est. Tout est dans tout et réciproque. Non, mais comme une sphère dont le centre est partout et la circonférence. C'est Nicolas Decuse. Non, c'est Nicolas Decuse. Qui c'était dit ça? Pour moi, c'est Nicolas Decuse. Peut-être qu'il a dit avant. Bon, ouais. Pour faire un trou noir, il y a un seuil de masse suffisant. Donc quand tu es quelque part, il faut qu'il y ait une sphère qui a le seuil de masse suffisant, qui n'est pas encore collapsé en un trou noir, mais Francis considère qu'on peut considérer... Mais l'univers aussi considère qu'il y a une expansion, il y a une récession des galaxies. C'est pour essayer de lui expliquer. Oui, mais t'as du mal. Bon, bref. Alors, maintenant je rappelle le testament d'Archimède. Qu'est-ce qu'il a mis sur sa tombe, le petit Archimède? C'était pas un imbécile. Il a mis... Oui, mais dans le cercle d'un rayon 1, le périmètre est 2 fois l'air. Ça, vous ne saviez pas. Et alors, on va utiliser ça, parce qu'on n'est pas idiot. Nous, ce qu'on va faire, on va prendre le disque, le fameux disque de l'entropie, et on va dire, ben, cette aire-là, c'est un périmètre. Et on introduit donc une longueur d'onde. Figurez-vous qu'on tombe sur la longueur d'onde de l'univers. Qui est le point situé à l'abscisse de E puissance E. Vous avez l'univers wavelength, la longueur d'onde de l'univers, ce qu'on appelle le topon. Et voilà le véritable quantum d'espace. Il fait, je vous signale, qu'il fait 10 puissance moins 96 mètres. Il est beaucoup plus petit que la longueur de Planck. C'est-à-dire, ils se sont tous plantés. Planqué, oui, ça veut dire. Alors voilà, la valeur, vous l'avez là, c'est 4 10 puissance moins 96 mètres. Et donc, en divisant par C, le quantum de temps, c'est 10 puissance moins 104 secondes. On a fait sauter le mur de Planck d'un facteur 10 puissance 61. Ils ne sont pas contents quand on dit ça. Vous savez, tous les soi-disant scientifiques. Là, C'est parce que tu as remplacé l'univers par le grand cosmos, en fait. non, pas encore. Non, ça vient de là. Attends, on va le faire après. Attendez, il n'est pas fini, Attention, maintenant vous allez voir pourquoi l'univers est grand. Alors, quantification toponique, si on dit que c'est un quantum, ça veut dire que toute la longueur d'onde de toute particule est un multiple entier. Et ça fait introduire, au lieu d'un seul disque, vous avez n disques tournants qui définissent une quasi-sphère. Pourquoi quasi? Parce que n n'est pas infini. Oui, parce que Justement, alors je rappelle... quand je fais ça, ça fait un cylindre. Parce que je vous rappelle une chose très importante, les physiciens détestent l'infini, mais les mathématiciens l'adorent. Donc qu'est-ce que fait le cosmos entre les deux? Il fait une quasi-infinité. Et pourquoi alors? Pourquoi les mathématiciens aiment l'infini? Nous avons une mathématicienne célèbre parmi nous qui s'appelle Eva. Est-ce que tu sais pourquoi les calculs sont facilités pour les matheux dans l'infini? Parce que ça simplifie les calculs. Oui, mais pourquoi? Comment? C'est tout. C'est une fiction. C'est dans les séries, le Riemann et compagnie. Quand tu as une série régulière, si tu t'arrêtes n'importe où, tu n'as rien. Mais si tu vas jusqu'à l'infini, ça fait par exemple pi 2 sur 6 pour la série des inverses carrées. En mathématiques, on réfléchit pour l'instant qu'avec du local, il y a des séries qui permettent de travailler en local et puis d'autres en global. Il y a toujours cette guerre entre global et local. Et moi, j'essaye de faire le lien entre les deux. Tu pourrais faire une conférence un jour là-dessus. Un jour. Bon, tu nous prépares ça, bon, tu notes, Eva. Bon, bref, Mais sinon, alors. la rupture, elle est trop... Donc, alors attendez, ben, voilà la réponse. Si vous voulez une quasi-quantité, c'est pour ça que l'univers est grand. C'est pour ça que vous avez des grands nombres. Alors est-ce que c'est vrai ce mensonge-là? La vie, c'est vrai. Parce que, justement, le fait d'utiliser le principe du continu des mathématiciens, ça introduit EEP comme des bases de calcul. Comme par hasard.
Dans les séries de Riemann, c'est les puissances de pi qui apparaissent. Et le E, comme je vous ai dit, on l'a vu en permanence, le E, il est partout là-dedans, le E. Hein. Bon, bref, alors on continue. Ah, alors est-ce que c'est vrai ce que je viens de dire? Ben oui, c'est vrai. Puisque Eddington, il a introduit un grand nombre, et quand vous regardez qu'est-ce que ça donne, ben c'est pile le rapport de la masse de l'univers sur la masse des neutrons. Il y a un facteur 3 dixièmes, qui est un facteur très facile à calculer, ça se calcule en une. C'est un facteur trivial, ce qui se prouve que l'énergie sombre, ils ont dit assimiler ça à l'énergie sombre, c'était complètement inutile. L'énergie sombre est inutile. Alors maintenant, attention, je fais une extension dans l'autre sens. Principe holographique, cette fois monochromatique. Je prends la même longueur, je fais le contraire. Tout à l'heure, j'avais pris le même rayon. Mais là, maintenant, je prends la même longueur d'onde et j'introduis un univers d'onde beaucoup plus grand. Et je vous signale qu'on retrouve le rayon du grand cosmos qu'on avait défini avant. Voilà la définition officielle du grand cosmos. Alors, donc voilà, alors maintenant, quand on fait le rapport des rayons grand cosmos sur l'univers, il y a 10 puissance 61, on l'assimile au rapport de vitesse grand C sur petit c. Ça y est, on a fini. Alors, le grand C, c'est une vitesse tachyonique, c'est-à-dire qu'il va beaucoup plus vite la vitesse C. Ça rejoint ce que je vous ai dit au début. La vitesse C, c'est une tortue. On n'avance pas. La lumière, vous considérez que c'est très rapide, mais non, ça n'avance pas. Ça ne bouge pas, la lumière. Alors, maintenant, si vous appliquez dans la formule que Gérard adore, vous appliquez cette formule-là, à la place de MC2, vous avez une énergie 10 puissance 122 fois plus grande. Ça veut dire que l'effet Casimir, qui est basé sur la longueur de Planck, est justifié. L'effet Casimir, vous regarderez sur l'internet, il n'y a pas de sens. Donc on a justifié l'effet Casimir. Non, mais il a été mesuré, expliqué, etc. Non, mais on a renormalisé avec la longueur de Planck. Là, on démontre que c'est la longueur de Planck qui normalise. Bon, bref. Alors maintenant, attention, on termine là-dessus. Alors, il y a certains principes de Mach qui avaient été énoncés, comme quoi l'inertie des corps locaux est liée aux masses lointaines. Et là, vous avez la relation qui sort. Donc vous avez la relation entre la masse de l'univers et les masses des particules. Et la masse de Planck, c'est 10 puissance moins 22 grammes. Non, 22 nanogrammes. Pourquoi ça explique le principe de Mach? Parce que ça relie les masses. Ça relie les masses lointaines avec les masses locales. Oui, c'est une analogie. Alors la masse de Planck. Tenez-vous bien, 22 nanogrammes. Les physiciens actuels ne savent pas d'où ça sort. Ils ont la longueur de Planck, enfin, ils l'interprètent. Comme on a dit, c'est ce qui définit l'effet Casimir. Mais la masse de Planck, ils n'ont pas compris ce que c'est. Devinez ce que c'est. C'est la masse de l'ovocyte humain. C'est-à-dire quand vous étiez au début de votre carrière, vous faisiez 22 nanogrammes. Donc tu vois, on retrouve la biologie à travers, c'est pas fini. On retrouve la biologie à tous les niveaux. Alors, je termine là-dessus. Donc, alors, on a vu le temps absolu. Donc là, je vous affirme qu'il y a un espace absolu. Hein, c'est pour ça que le pendule de Foucault, quand il tourne, il s'aligne sur les masses lointaines, il s'aligne sur le grand cosmos. Et alors, le rayonnement de fond, c'est un rayon qui vient du grand cosmos. Et alors, est-ce que c'est vrai? Eh bien, oui, c'est vrai. On connaît maintenant la vitesse absolue du Soleil et la vitesse du groupe local de galaxies. Donc, si vous fermez les yeux une seconde, vous avez fait 630 km. Voilà, bon, maintenant j'arrête là parce que c'était là. On arrête.